laisse la parole. Donc, bonjour. Donc, oui. Donc, même quand on a l'impression de traiter de concepts les plus abstraits comme être et néant, un choix qui a un sens et une valeur. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a un choix qui s'offre à tout philosophe, c'est soit par rapport à l'ordre établi, soit chercher à le fonder, soit à faire s'effondrer ses fondations. C'est-à-dire que le philosophe peut se mettre au service de principes ou penser contre les principes. Il peut être dans la contestation ou dans la conservation. Dans Différence et répétition, Gilles Deleuze considère deux manières de contester les principes et de les renverser. Il les appelle l'ironie et l'humour. Qu'est-ce que l'ironie ? C'est l'art de remonter vers les principes. On remonte vers les principes pour s'attaquer à eux, tandis que l'humour, c'est l'art des descentes et des chutes à partir des principes. Un mouvement de remontée, mouvement de descente. Si on prend l'étymologie des termes, ici, eironia. Eironia provient du grec eiron, qui signifie questionner, eiren. Et c'est un verbe aussi qu'on peut traduire par parler, tout simplement. Parler, questionner, qui renvoie à une racine indo-européenne, ver, qui veut dire dire. Et on a le latin quaero, qui s'apparente à ce terme, qui lui-même serait issu du grec ereo, ereunao, qui veut dire chercher, s'enquérir, questionner, enquêter. En allemand, vous savez peut-être que le terme questionner se dit fragen. Fra en allemand, se retrouve dans le pro. Le pro qu'on trouve aussi en grec et en latin, qui viendrait lui-même du sanskrit pra, et qu'on trouve dans le mot problème. Problème qui a une racine commune avec parole, au sens de ce qui est projeté. La parole, c'est en grec parabolé, ce qu'on jette devant. Probalein. Donc c'est ce qui est proposé au débat, à la controverse. Et donc, pourquoi je dis tout ça ? Parce que question et problème constituent deux manières pour accomplir le mouvement de la pensée. Le mouvement contestataire de la pensée par rapport au principe. Et on pourrait distinguer ainsi l'humour comme, disons, l'art de créer les vrais problèmes, de l'ironie, qui serait l'art de poser les bonnes questions. Donc on a l'ironie, l'art des questions, l'humour, l'art des problèmes. Et il me semble que ce sont les deux éléments, question et problème, les deux éléments de la pensée dans lesquels la pensée est fidèle à elle-même et fidèle à son propre mouvement. Par contre, il pourrait sembler que la pensée est infidèle à elle-même et à son mouvement naturel, dans la mesure, justement, où elle se met au service de puissances extérieures, inquestionnées et évidentes, comme le pouvoir, la loi, la morale, la vérité. Et en réalité, cette infidélité de la pensée à elle-même, c'est son état originel. Autrement dit, l'impropriété, c'est l'état premier. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat d'une chute à partir d'un état qui serait plus haut ou meilleur. Donc quand la pensée se met au service de l'ordre établi et renonce à toute contestation des principes, les philosophes prennent un autre chemin. Ce n'est plus le chemin qui conduit des questions aux problèmes ou des problèmes aux questions, comme dans l'humour et l'ironie, mais c'est le chemin qui s'élève vers le principe anhypothétique, comme chez Platon, qui est censé couronner l'ordre de la réalité, ou au contraire le chemin qui tire les conséquences à partir du principe. Comme par exemple chez Spinoza, qui commence dans l'éthique par la définition de Dieu et à partir de là tire toutes les conséquences. Donc une telle remontée vers les principes dont le but n'est pas leur renversement mais leur confirmation et leur fondation, une telle remontée manque complètement d'ironie. Et la descente qui est censée confirmer la vérité des principes par l'observation de leurs conséquences
témoigne d'un manque d'humour. Et très tôt dans l'histoire de la philosophie, nous avons, dans son acte fondateur, nous avons une illustration de ces deux manières impropres de penser, où la pensée n'est pas fidèle à elle-même et au trajet qui lui est propre entre les questions et les problèmes. Je veux parler de Parménide qui, dans son poème, établit ce principe qui va être déterminant pour l'ensemble de la tradition philosophique, qui est le principe d'identité. Et ce principe est établi sous la forme d'un commandement. C'est la vérité, la déesse vérité qui s'adresse à Parménide, qui lui dit « Tu ne diras pas de l'être qu'il n'est pas, et du néant, tu ne diras pas qu'il est. » Bon. Le néant n'est pas, l'être est. Et donc, il y a Parménide, qui est ce penseur, disons, qui représente cette remontée vers les principes, mais donc pour leur donner une assise, une fondation, et son disciple Zénon d'Élée, qui veut établir la vérité des principes du maître en montrant que le refus du principe va entraîner des paradoxes et des conséquences inacceptables. Type Achille qui n'arrive pas à attraper la tortue. Donc, pourquoi parler de manque d'ironie ici ? C'est un manque d'ironie dans la mesure où on se soumet à l'impératif du principe. Quant au geste qui consiste à tirer les conséquences du principe, comme ce que fait Zénon, non seulement il manque d'humour, mais en plus il est comique. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a ça a été repris dans les cartoons, un peu Bugs Bunny et la tortue qui essaye de rattraper. Voilà. Comment l'ironie et l'humour procèdent-ils ? Et là, effectivement, c'est chez deux philosophes qu'on trouve une illustration un peu de ces attitudes, l'ironie chez Heidegger et l'humour chez Bergson. Et l'humour en philosophie, ça ne consiste pas à faire rire, mais à savoir poser les problèmes. Et c'est-à-dire qu'au lieu de prendre ce chemin qui va du principe à ses conséquences, la pensée humoristique fait tomber le principe en le rapportant à un faux problème. Et le contraire de l'esprit d'humour, c'est le fait d'essayer toujours artificiellement de trouver des solutions à des problèmes mal posés et inexistants, comme chez Zénon, le problème du mouvement et du changement. Quant à l'ironiste, ironie, on le comprend normalement comme le fait de dire le contraire de ce qu'on dit, mais tout en disant le contraire. En réalité, le contraire de l'ironie, c'est pas dire le contraire, ce n'est pas dire ce qu'on dit, mais c'est celui qui questionne les questions. C'est-à-dire, là, on a un exemple chez Heidegger, par exemple, dans son cours « Le principe du raison », dans la conférence « Qu'est-ce que la métaphysique ?», dans son cours d'introduction à la métaphysique. C'est-à-dire, au lieu de prendre le principe comme un impératif, comme une archée, un commandement auquel il faut obéir, la pensée ironique va trouver à la place une question à problématiser. Donc, au lieu de reproduire naïvement l'ordre établi, l'ironiste va, au contraire, les mettre en question. Et donc, dans les deux cas, il y a cette contestation des principes, soit par la mise en question des problèmes, soit par la problématisation des questions. Bon, ça a l'air un peu abstrait, on va entrer plus en détail dans comment ça se passe. La question, c'est la question traditionnelle en philosophie depuis Leibniz. La question métaphysique, c'est pourquoi quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi il existe un monde et non pas rien ? Eh bien, cette question, Heidegger le montre très bien, et dans la tradition, elle est entendue comme l'ordre qui dit « il faut que tout ait une raison ». Il faut trouver une raison pourquoi les choses sont et non pas rien. Et donc, ce qui est en question dans la question n'est pas lui-même entendu. D'où la nécessité de problématiser la question et donc d'en creuser le fond. Et finalement, ce que Heidegger met en cause dans le principe de raison, c'est le fait que le principe lui-même ne repose sur rien. C'est-à-dire,
On peut dire effectivement quelle est la raison d'une chose, quelle est la raison mais quelle est la raison de la raison? Pourquoi le pourquoi? Et c'est là qu'on se rend compte que la raison est elle-même sans raison. Tout comme Heidegger le fera donc après lui, puisque Bergson vient avant, Bergson s'oppose également à cette idée qu'il y aurait un fondement explicatif de l'ensemble de ce qui est. Une raison pourquoi tout existe. Et la critique de Bergson est très simple, c'est qu'il voit dans cette question et dans ce qu'on en a tiré une généralisation d'une pratique tout à fait commune dans la vie quotidienne, qui a un sens, mais qui, dès que l'instant qu'on commence à philosopher à partir de là, ça donne un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, dans la vie, on se demande pourquoi l'eau est chaude, pourquoi l'eau a bouilli, pourquoi le sol est mouillé, parce qu'il a plu, etc. Mais quand on demande pourquoi tout existe, là, on va tomber immanquablement dans des faux problèmes qui vont nous conduire, en fait, à imaginer qu'il y aurait une raison fondatrice. Et cette croyance dans une raison fondatrice, elle fonctionne en réalité de manière à ce que l'angoisse et le vertige de cette question pourquoi à l'infini, voilà, pour essayer de conjurer l'angoisse et le vertige du questionnement qui va à l'infini. Pourquoi le pourquoi pour le pourquoi. Et donc, quand on lit Heidegger, c'est très clair, on voit que il y a quand même, bon, entre les deux, il y a une démarche et un contexte qui ne se recoupent pas bien sûr, puisque le but de Heidegger, c'était de réveiller l'impensé de la tradition pour tourner la pensée vers ce qui n'est pas un étant, c'est-à-dire l'être, qui lui-même, donc c'est le néant. Et le but de Heidegger, c'est au contraire de libérer l'angoisse, d'éprouver l'angoisse que la métaphysique traditionnelle a constamment refoulée. Et il semblerait donc que ce que Bergson cherche à faire, ce serait l'exact opposé, puisque le but de Bergson, c'est de nous libérer de l'angoisse qui est consubstantielle à ce genre de problème. Pourquoi le monde existe. Mais bon, je dis tout de suite, il me semble qu'il y a un lien profond entre, d'une part, l'angoisse chez Heidegger et cette tonalité fondamentale de la philosophie que Bergson reconnaît, qui est la joie. C'est-à-dire, chez Heidegger, l'angoisse, ce n'est pas un sentiment... libérer l'angoisse, ce n'est pas vivre de façon dans l'angoisse, dans la stupeur et dans un état morbide, n'est-ce pas? Il faut rapprocher l'angoisse heideggerienne du sentiment d'émerveillement qui peut nous saisir à la vue de la réalité. De la réalité, et plus particulièrement de ce il y a le monde, en allemand ça se dit es gibt, c'est-à-dire ça donne, et que Platon avait reconnu comme le Thomasein, l'émerveillement, l'admiration devant l'existence. Et chez Bergson, cette joie, c'est une joie qui est éprouvée devant le mouvement de la réalité qui se fait et qui n'est jamais toute faite. C'est-à-dire, c'est le sentiment, la joie qu'on éprouve devant une activité créatrice plutôt que devant des choses. Et donc la joie, c'est le sentiment du créateur, c'est le sentiment qu'on a quand on a créé quelque chose. Ça peut être l'artiste, ça peut être moi qui crée ma vie, ça peut être une mère qui donne naissance. Bergson prend même l'exemple de l'homme d'affaires qui monte une affaire qui fonctionne. Il ressent cette joie d'avoir créé quelque chose qui tient. Et donc, chez Heidegger, il y a toute une réflexion sur le néant, comme ça a été rappelé, qui prend en compte le néant, qui le thématise, qui réfléchit dessus,
donc il le prend au sérieux, alors que chez Bergson, le néant semble être une fausse idée dont il faut se débarrasser pour arrêter de poser ce genre de questions. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Parce que dans cette question, ce qui semble mis de côté, mais pourtant est bien présent et détermine l'ensemble de la problématique, c'est plutôt que rien. Plutôt que rien. Donc, cette question directrice de la métaphysique, pourquoi quelque chose plutôt que rien, elle est issue de ce pseudo-problème, de cette pseudo-idée du néant. Une idée que Bergson ramène à l'intelligence. Notre intelligence construit cette idée, mais en réalité, elle construit une fausse idée. Une fausse idée, comme on dit, du faux or. Ce n'est pas une idée. C'est-à-dire ce problème, on va le dissoudre dès l'instant où on commence à analyser ces termes. Et ce qui est un indice de l'humour de Bergson, c'est que Bergson utilise les armes de la logique contre l'intelligence elle-même, contre les productions de l'intelligence. Et je peux vous donner les références. Il revient sur cette question du néant à 3 reprises. Une fois dans l'évolution créatrice, je dis les pages 275-298, et dans La pensée et le mouvant, dans deux textes, l'un qui s'intitule « De la position des problèmes » et l'autre « Le possible et le réel ». Et cette critique de l'idée de néant, elle est inséparable de 2 autres critiques qui sont celles qui portent sur l'idée du désordre et l'idée du possible. Et Bergson veut montrer donc que cette idée de néant, c'est la source de tous les faux problèmes dont la métaphysique doit faire l'économie pour pouvoir aller de l'avant. Et en fait, il dit même c'est une forme d'aliénation, de folie, qui nous pousse à poser ce genre de questions angoissantes et insolubles. Et la question « pourquoi quelque chose plutôt que rien ?» Bergson la compare au geste d'un fou qui n'arrête pas d'aller essayer de fermer la fenêtre. Et quand il revient à sa place, il a peur que dans sa vérification d'avoir essayé de fermer la fenêtre, il l'ait réouverte sans faire exprès. Et donc sans cesse, il va retourner à la fenêtre pour essayer de fermer la fenêtre, pour essayer de vérifier s'il avait bien fermé la fenêtre, sauf qu'en la touchant, il a peur d'avoir réouvert sans faire exprès. Donc d'où cette idée que cette question, elle nous entraîne dans une course à l'infini, puisqu'on ne trouve jamais de cause, mais toujours la cause d'une cause, d'une cause, d'une cause, d'une cause, d'une cause, et sans possibilité de repos. Je cite Bergson ici. « Nous remontons donc de cause en cause, et si nous nous arrêtons quelque part, ce n'est pas que notre intelligence ne cherche plus rien au-delà, c'est que notre imagination finit par fermer les yeux, comme sur l'abîme, pour échapper au vertige. » Donc, quand on applique la question « pourquoi » à l'être, à l'existence, au monde, dans son entier, on tombe immanquablement sur la pseudo-idée du néant. Et en fait, cela montre qu'on ne peut admettre l'existence que sur la base de la possibilité contraire. Ça veut dire, c'est comme si on raisonnait de cette manière, il existe quelque chose à condition qu'il aurait pu ne rien exister. Et ce qui signifie quelque part que le néant précède l'être. C'est dans toutes les cosmogonies, ça commence par rien, même dans la Genèse, n'est-ce pas? Au début, il n'y a que Dieu, le monde n'existe pas, puis du rien, on passe à l'existence. Donc cette idée que le néant préexiste à l'être, c'est cela que Bergson veut attaquer Donc, je lis encore une fois, c'est dans La pensée et le mouvant. « Nous croyons nous figurer que l'être est venu combler un vide et que le néant préexistait logiquement à l'être. La réalité primordiale, qu'on l'appelle matière, esprit ou Dieu,
viendrait alors s'y surajouter. Et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, ce qui est incompréhensible, c'est la création. Parce qu'une telle façon de penser une telle façon de penser par les moyens de notre intelligence, l'existence, rend au contraire les choses, la création des choses beaucoup plus incompréhensible, encore plus incompréhensible. Donc, notre intelligence, naturellement, croit au néant, croit à quelque chose tel que le néant, et croit que l'être, l'existence, c'est ce qui va représenter une forme de conquête sur le néant. Donc dans cette perspective, il y a l'idée que l'être, c'est un supplément, c'est un plus, c'est quelque chose qui vient combler le vide qui était au départ, et du coup, le néant est compris comme étant moins que l'être. Donc on va penser l'être et le néant en termes de plus et de moins. Et il suffirait donc, pour arriver au néant, essayons de faire cette expérience, par la pensée, d'abolir les choses une par une. D'abord ce micro, puis la table, puis l'ordinateur, puis chaque personne présente. Et on fait toute cette opération pour l'ensemble des choses. Et on imagine qu'on a toute une vie pour réussir à la finir, cette opération. Bon. Et à la fin, on arriverait à la représentation du rien. En réalité, ce que Bergson va s'attacher à montrer, c'est que l'idée du néant n'implique pas un moins par rapport à l'idée de l'être, mais au contraire un plus. Il y a plus dans l'idée du néant que dans l'idée de l'être, du point de vue de son contenu. Et ce plus, je le dis tout de suite, mais je vais entrer un peu dans les détails, ce plus, c'est l'idée du tout. Dans notre idée du néant, il y a l'idée du tout. Plus, en plus de ça, l'acte intellectuel par lequel j'ai supprimé tour à tour l'ensemble des choses, les unes après les autres. Donc en réalité, on a compris, il est impossible de concevoir un tel vide absolu. Il est impossible de concevoir un tel vide absolu, quel que soit notre effort en ce sens. En fait, nous sommes obligés de procéder par suppression successive. D'abord le micro, puis la table, puis l'ordinateur, puis la salle, puis l'Institut de philosophie, puis... Et en fait, ce dont on ne se rend pas compte en procédant de la sorte, c'est que ces opérations de suppression successive, elles sont en fait des opérations cachées de substitution. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je supprime une chose, ce micro, il y a autre chose qui prend sa place. Il y a toujours quelque chose qui prend la place de quelque chose, ne serait-ce que la place elle-même, que la chose laisse derrière elle. Et en fait, en réalité, j'ai juste simplement, à chaque fois, je détourne mon attention d'une chose à laquelle quelque chose d'autre se substitue. Donc, vous savez, quand on dit, par exemple, je rentre dans une pièce, ou, je ne sais pas, je cherche mon parapluie, et puis je regarde, je dis, il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien, tout le monde comprend ce que je veux dire. Il n'y a pas mon parapluie dans la pièce, mais la pièce est pleine de choses. Il y a des tables, des ordinateurs, des micros. Il n'y a jamais rien. Il y a toujours autre chose. Sauf que quand je dis il n'y a rien, j'exprime simplement que mon attente est déçue de ne pas trouver ce que je cherchais. Et comme je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, je dis rien. Mais le mot rien a un sens dans ce contexte uniquement, dans ce contexte de la vie. Mais, c'est-à-dire, c'est quoi ? Le rien, c'est une présence qui déçoit notre attente. Une présence dont je me désintéresse, puisque la seule présence qui m'intéressait, c'était mon parapluie. Donc la présence du micro, par exemple, dans la pièce, ne m'intéressait pas. Donc le mot rien, veut dire une présence qui déçoit notre attente. Les faux problèmes vont commencer à surgir, comme je le rappelais tout à l'heure, dès l'instant où
l'intelligence se met à spéculer sur le tout, sur l'ensemble de ce qui existe. Et donc, elle va être conduite à absolutiser ce rien tout relatif, et ça va la conduire dans des absurdités logiques. Et ce qui, dans la pratique de la vie quotidienne, a un sens, ça devient finalement, le mot néant n'a plus aucun sens. Pourquoi ? Parce que si, imaginons, je me dis, à quoi ça sert de supprimer les choses une par une ? Je supprime le tout d'un coup. Sauf que, par quoi je vais substituer le tout ? Sinon par lui-même. Rien ne peut se substituer au tout, sinon le tout lui-même. C'est pourquoi l'idée d'une suppression du tout, c'est comme un carré rond. C'est une idée absurde. Et donc, avant de rentrer dans les détails un peu de cette critique que Bergson adresse à la question du néant, à l'idée du néant, je veux simplement rappeler quelque chose qui est en fait l'objet de mon intervention. C'est que, comme on le voit, Bergson va chercher à établir une origine psychologique à l'idée du néant. Qu'est-ce que le néant ? Est-ce qu'on peut penser le néant ? Non. Qu'est-ce qu'on pense quand on pense le néant ? Bon. Sauf que, à mon avis, il laisse ouverte la possibilité de penser le néant autrement que du point de vue de l'intelligence. C'est-à-dire que le problème de notre intelligence, de l'entendement, c'est qu'il découvre le néant dans une opposition massive à un être homogène, un être posé une fois pour toutes dans une éternité actuelle et immobile. Et donc, comment notre intelligence construit-elle cette idée du rien ? Eh bien, il y a 3 opérations que notre entendement conduit, qui conduisent notre entendement à cette pseudo-idée du néant. Je les nomme ainsi. L'une, c'est une opération de rétrojection, l'autre d'abolition, et enfin de négation. Qu'est-ce à dire ? Donc en fait, c'est 3 thèses sur le néant que Bergson va mettre en cause, et 3 opérations que l'intelligence conduit pour y arriver. Donc la première thèse qui est mise en cause, j'en ai parlé un peu, c'est cette idée d'une préexistence du néant à l'être. Et cette idée d'une préexistence du néant à l'être, elle est établie par une opération de rétrojection, excusez-moi pour le mot, une rétrojection de l'avenir dans le passé. On ramène l'avenir dans le passé. La deuxième thèse qui est sur le néant, qui est mise en cause par Bergson, c'est l'idée que le néant serait un vide. Un vide, c'est-à-dire, finalement, c'est la spatialité du néant, comme un réceptacle, comme quand, par exemple, comme un verre vide. Voilà. Et ce néant comme un résidu spatial de l'être, on y parviendrait par cette opération d'abolition du tout à partir de ces éléments. Et enfin, la dernière thèse sur le néant que Bergson met en cause, c'est l'idée du caractère négatif du néant, comme étant moins que l'être, et qu'on obtiendrait par l'opération de négation logique. Donc ces 3 opérations qui sont mises en cause, rétrojection de l'avenir dans le passé, abolition du tout à partir de ces éléments, et négation de l'être. Et c'est-à-dire que Bergson nous laisse la possibilité de penser le néant autrement, c'est-à-dire que le néant, si le néant ne peut pas être mis avant l'être, il est peut-être devant l'être, en avant, dans l'avenir. S'il n'est pas au-dessous de lui, comme ce résidu spatial que l'être laisserait derrière lui en s'abolissant, c'est sans doute, c'est parce qu'il implique la totalité de l'existence, ou l'existence de la totalité. Et au fond, pourquoi le néant n'est pas une négation de l'être ? C'est parce qu'il est identique à notre représentation de l'être. Il n'y a pas moins dans notre représentation du néant que dans notre représentation de l'être. Donc,
pour ce qui concerne la première thèse, selon laquelle le néant ne préexiste pas à l'être, le philosophe qui s'étonne devant l'existence et qui se demande « Ah, mais pourquoi quelque chose existe et non pas rien ?» Eh bien, il suppose qu'il aurait pu ne rien exister. C'est cette possibilité-là. Autrement, il ne serait pas étonné. Je suis étonné que le monde existe parce que je me dis qu'il aurait pu ne pas exister. Et donc, l'être va survenir à un néant originaire. Sauf que cette idée qui nous fait considérer que le néant préexiste à l'être, qu'il précède l'être, eh bien, cette idée nous conduit à l'idée d'un être tout fait, qui n'est pas soumis au devenir et qui est éternel. Je m'explique. Déjà, on l'aura compris, il y a chez Bergson un refus très clair du problème de l'origine des choses en termes de choses toutes faites. C'est-à-dire que tant qu'on en reste au niveau de ce qui est tout fait, donc au niveau des choses et non pas des activités, de l'activité, du mouvement, tant qu'on reste au niveau du tout fait, on est à chaque fois entraîné vers une autre chose toute faite. C'est-à-dire la matière, le Dieu, l'esprit. La raison a besoin d'une raison, c'est toujours une raison qui est. Et quand on demande, donc, quand on pose la question pourquoi il y a de l'être, on se forme naturellement cette idée d'un fondement tout fait, parce que sinon on ne comprendrait pas comment quelque chose pourrait surgir du néant. Pourquoi quelque chose surgirait du néant? Et donc, parce qu'on se figure un néant absolu qui précède en droit, tout à l'heure on parlait de préexistence logique, donc parce qu'on se figure un néant absolu qui précède en droit tout ce qui est, il faut que l'être ait triomphé du néant de toute éternité. C'est-à-dire notre croyance dans le néant, elle est assez bizarre, puisque on a besoin à la fois de croire que le néant préexiste à l'être, mais en même temps le néant mais l'être était là de tout le temps. Il est éternel. Et c'est ça, donc, dire que le néant préexiste en droit ou de façon logique à l'être, ce n'est pas une préexistence chronologique. C'est pas il y avait le néant et tout d'un coup il y avait l'être. Parce que pour qu'il puisse y avoir de l'être, il faut que cette conquête sur le rien ait eu lieu de toute éternité. Ce n'est pas un moment dans le temps. Et sauf que, vous voyez le problème où il est, c'est que l'être est pensé du coup comme immobile et éternel. Et donc il s'ensuit que la réalité, c'est un système dans lequel il n'y a rien qui se crée, rien de nouveau ne surgit, et donc au lieu d'avoir, je sais pas, un mouvement de croissance et d'évolution créateur, il n'y aurait qu'un déroulement nécessaire qui partirait d'un principe unique, comme par exemple chez Spinoza, qui développerait tous ces effets, mais qui seraient contenus dans la cause dès le début. Il y aurait donc un déterminisme rigoureux qui ferait le lien entre cette cause primordiale avec tous ses effets. Rien de nouveau, tout était contenu dès le départ. Or, pour Bergson, la substance de la réalité, c'est le changement. C'est-à-dire, il n'y a d'être que du devenir. Seul le devenir est. Et c'est-à-dire, dans la durée mouvante, le mouvement de la création, quand quelque chose se crée, ce n'est pas un mouvement qui va du vide au plein, du rien à quelque chose. Mais, dit Bergson, c'est un mouvement qui va toujours du plein au plein. Sauf qu'il faudrait préciser ici que cette plénitude n'est pas quelque chose de tout fait. Elle n'est pas faite une fois pour toutes. C'est un tout, c'est une plénitude qui ne cesse de se faire. Or, ce qui se fait, et c'est là, ce n'est pas peut-être c'est pas une critique qu'on fait envers Bergson, mais c'est comment ne pas admettre une forme de néant pour quelque chose qui se fait, qui précisément n'est pas tout fait. Ça veut dire que
le néant ne serait pas ce qui serait de toute éternité avant l'être, mais le néant, c'est ce qui est à chaque fois devant. Autrement dit, ce ne serait le néant, celui que Bergson ne pense pas, disons, le vrai néant, appelons-le comme ça, n'est pas quelque chose qui se décline au passé comme quelque chose qui précède l'existence, mais il est à venir. Et c'est le néant d'avenir. C'est l'idée que l'avenir n'est pas contenu dans le présent, n'est pas simplement un développement de quelque chose qui serait là dès l'origine. Il y a du nouveau, il y a de la création. Et donc, s'il y a de la création, il faut bien que l'avenir soit du néant. Et donc, ce néant d'avenir, c'est précisément celui par lequel la vie s'élance en avant d'elle-même. Que ce soit la vie au sens de l'évolution créatrice, de la vie de la nature, ou la vie, aussi la vie individuelle, la vie du moi, d'une volonté libre. Donc ça, c'est pour le premier point. Pour le second point, sur la thèse qui concerne le néant comme vide d'être. Donc l'idée que l'existence, ce serait comme un peu comme l'eau qui vient remplir le verre, eh bien, ça suggère que pour arriver à l'idée de néant, il suffit de vider l'univers en abolissant tour à tour chaque chose qui existe. Et donc, voilà qui est impossible. Et, qu'il s'agisse, par exemple, d'un néant de matière dans le monde extérieur, ou d'un néant de conscience dans ma perception intérieure, mon esprit est constamment obligé d'osciller entre deux néants relatifs, mais sans jamais parvenir à une abolition complète. Peut-être, j'ai un étudiant qui est bouddhiste et qui pratique le yoga, qui m'expliquait que non, il arrive à obtenir le néant complet dans sa pensée. Donc, c'est peut-être... Il est presque Bouddha. Oui, c'est une expérience assez difficile. Bon. Mais donc c'est ça, l'idée c'est que même si je supprime une chose, même si je supprime une idée, je vais détourner mon attention, une autre chose va prendre sa place, mais à chaque fois il y a quelque chose qui vient. Il n'y aura jamais rien du tout. Et l'absence elle-même est imperceptible. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que, par exemple, si je ne vois pas mon parapluie dans la pièce, quand je rentre, je ne perçois pas un non-parapluie. Je perçois un autre objet que celui que j'attendais et dont je me souviens. Donc, c'est ce qui fait dire à Bergson que cette idée d'une abolition partielle ou d'un néant relatif, eh bien, elle se ramène toujours à une substitution objective, une chose remplace une autre, et à une préférence subjective qui me donne le sentiment d'un désir ou d'un regret. Je veux mon parapluie, je ne le trouve pas. Donc dans le cas de la conscience, que ce soit dans le cas de la conscience qui essaye de faire taire toutes les idées en elle pour trouver le néant intérieur, ou dans la perception extérieure, dans le cas des choses, le vide est à chaque fois relatif à une conscience qui est capable d'attente et de mémoire. Donc on a toujours finalement une représentation pleine, et c'est impossible d'effectuer le vide absolu. Et donc l'idée d'une, je me répète peut-être un peu, l'idée d'une abolition du tout, ça renferme une incohérence et une contradiction. Donc, si on creuse davantage cette idée d'un vide absolu, on se rend compte que c'est une représentation pleine, qui n'implique pas moins de choses que l'idée de tout ce qui existe. Vous connaissez sans doute l'argument ontologique chez Kant. Kant qui nous dit, prenons des euros, peut-être plus intéressant, entre 100 euros, 1000 euros réels et 1000 euros possibles, il n'y a aucune différence. Certes, je ne vais pas pouvoir acheter des choses avec 1000 euros possibles, mais donc, vous allez dire, il y a une différence, mais quand même, du point de vue du concept, il n'y a aucune différence. Le concept de 1000 euros, c'est toujours le même, que ces 1000 euros soient dans ma poche ou que je les imagine simplement dans mon désir. Et donc, il n'y a
pas moins au niveau du concept dans le possible que dans le réel, dans l'inexistant ou dans l'existant. Au contraire, quand je déclare qu'une chose n'existe pas, je rajoute quelque chose à son idée. Qu'est-ce que je rajoute à son idée? D'abord, la réalité en général, c'est-à-dire l'appartenance de cette chose à l'ensemble de la réalité. Il n'y a pas quelque chose qui existe de façon isolée. Et ensuite, l'objet qui le remplace et auquel je ne fais pas attention, il ne m'intéresse pas. Donc, je ne peux pas dire d'une chose qu'elle n'existe pas, je ne peux pas dire d'une chose qu'elle est irréelle, si je ne pose pas d'abord la réalité de laquelle je vais l'exclure. C'est ça, dire d'une chose irréelle, c'est supposer qu'il y a la réalité. Donc c'est ainsi que l'idée d'un objet inexistant implique un plus et non pas un moins par rapport à l'idée du même objet en tant qu'existant, puisque j'ajoute à l'idée de son existence la représentation de son expulsion par le réel, c'est-à-dire l'idée de la totalité. Et donc je ne peux penser l'inexistence d'une chose sans penser en même temps le tout de ce qui est. Donc, est-ce que ça va? On est bien? D'accord. Donc, troisième thèse que Bergson met en cause, donc celle du néant comme négation de l'être. Donc c'est l'illusion selon laquelle la négation logique, en accolant un nom à un contenu de pensée, nous donnerait la puissance de créer des idées négatives sur le modèle de l'affirmation. Comment on distingue affirmation et négation? Dans la logique aristotélicienne, affirmation et négation sont symétriques l'une de l'autre. Quand j'affirme quelque chose, j'établis un rapport de convenance. Par exemple, le micro est noir. Convenance entre un sujet, micro, et prédicat noir. Si je dis le micro n'est pas noir, un rapport de disconvenance entre le micro, le sujet, et le prédicat noir. Mais pour Bergson, l'affirmation se distingue de la négation en ce que l'affirmation est un acte intellectuel complet, alors que la négation, c'est la moitié d'un acte intellectuel auquel s'ajoute un élément extra-intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je nie quelque chose, quand je dis « le micro n'est pas noir », en réalité, je ne parle pas du micro. Je parle d'une affirmation possible qui serait faite sur ce micro, donc qui dirait que le micro est noir, et cette affirmation possible, je ne sais pas, j'imagine que quelqu'un pourrait penser ça, et je le préviens par avance, pour le corriger par avance, de ne pas tomber dans cette erreur et de dire que le micro est noir. Donc, ce n'est pas ce micro dont je parle. Donc, le jugement négatif ne porte pas sur l'objet, mais donc sur le jugement. Quand je nie la noirceur du micro, je dis quelque chose à propos du jugement qui affirme cette noirceur. Et donc c'est une négation, en réalité, c'est une affirmation cachée. C'était une affirmation au second degré. C'est une affirmation sur une affirmation. Et la négation, pour Bergson, c'est donc une puissance de contradiction qui vise quelqu'un, elle veut le corriger, et à ce titre, elle est d'essence pédagogique et sociale. Donc son rôle, c'est de corriger. Et il y a dans l'œuvre de Bergson un autre moment dans lequel, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les descriptions que fait Bergson de la vie sociale, c'est ce besoin de se corriger mutuellement les uns les autres. Par exemple, toute la théorie du rire est basée sur ce besoin de corriger. Par exemple, si je ris de quelqu'un, c'est une façon de lui faire la leçon, de le châtier pour une différence qu'il a, des habitudes qui ne sont pas très conformes. C'est quelqu'un qui va me faire rire. Et le rire, donc, intervient comme
de la même façon que la négation, comme une volonté de corriger. Par exemple, Don Quichotte. Don Quichotte qui nous fait rire quand, à la place des moulins, il voit des géants. On aurait pu, au lieu de rire, on aurait pu lui dire non, ce ne sont pas des moulins, ce ne sont pas des géants, pardon, c'est des moulins. Bon. Mais donc, au lieu de le corriger en lui disant ça, on rit. Donc, le jugement négatif, il indique la nécessité de substituer une autre affirmation à celle qu'on écarte, mais elle ne dit pas laquelle. Si je dis cette table n'est pas blanche, je n'ai pas dit quelle est la couleur de cette table. Donc c'est ainsi que la proposition négative, c'est toujours un acte intellectuel incomplet, une moitié d'acte intellectuel. Par conséquent, il n'y a pour Bergson que des affirmations directes sur des choses ou des affirmations indirectes sur des affirmations, des jugements. Mais il n'y a jamais de négation capable de produire des idées négatives, un non géant pour moi, ou un non moulin pour Don Quichotte. Donc en montrant, et là je cite Bergson, ce que la négation a de subjectif, d'artificiellement tronqué, de relatif à l'esprit humain et surtout à la vie sociale, Bergson conteste donc la symétrie du point de vue de la logique formelle entre l'acte de présenter un rapport de convenance et celui de souligner un rapport de disconvenance. Et donc, quelle différence y a-t-il entre l'abolition, l'opération d'abolir tour à tour l'ensemble des choses, et la négation? C'est une différence temporelle que Bergson met en avant. C'est-à-dire que dans l'abolition, rappelez-vous, j'exprime un contraste entre le passé et le présent. C'est-à-dire, je suis déçu de ne pas trouver le parapluie que je pensais ici. Et donc je regrette le passé en me représentant le contraste de ce qui a été avec ce qui est. Ce qui est, c'est il n'y a pas de parapluie dans cette salle. Tandis que dans la négation, le contraste n'est pas entre le passé et le présent, il est entre le passé et l'avenir et le possible. C'est-à-dire ce qui a été, ce qui sera et tout ce qui aurait pu être. C'est-à-dire si l'abolition, excusez-moi pour l'expression, se temporalise par le passé, le parapluie n'est plus dans la salle, la négation se temporalise par l'avenir. Tu ne diras pas que la table est blanche. Donc, l'une constitue la généralisation de l'état psychologique par lequel je m'attardais sur le passé, pour le regretter parce qu'il n'est plus là, et qu'autre chose a pris sa place. L'autre ne parle que du présent, en s'attachant à une parole possible, que quelqu'un pourrait émettre. Donc, vous voyez, dans la négation, je me mets à la place de l'autre. J'imagine que quelqu'un va me dire que la table est blanche. Je dis d'avance. Et je veux le corriger par avance. Mais dans l'abolition, je reste isolé en moi-même. Et là, on a deux attitudes philosophiques qu'on connaît dans l'histoire de la philosophie. C'est celle du sceptique. Le sceptique, c'est celui qui nie l'être. Et le solipsiste, qui serait au contraire celui qui, non pas qui nie l'être, mais qui abolit le tout. Donc dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de... on ne trouve pas le néant. Et c'est simplement cette idée du néant, c'est une généralisation pour le tout, qu'on généralise à la totalité de ce qui existe, une opération qui s'applique quotidiennement sur les choses et à l'intention des autres hommes. Donc, une fois dite cette critique, est-ce qu'on pourrait dire pour autant du néant, comme Épicure le disait à propos de la mort, pourrait-on dire du néant qu'il n'est rien du tout? Donc on sait que le néant ne peut pas être impliqué par la négation logique ou par l'abolition de la somme de l'étant. Sauf qu'en nous disant simplement ce que le néant n'est pas, Bergson laisse dans une relative indétermination ce qu'on pourrait substituer à cette idée. Et en réalité, il ne le laisse... C'est un peu étrange. Vous allez dire, peut-être que je m'amuse à jouer sur les mots. Mais il y a une phrase qui se trouve au début de la conférence sur le possible et le réel, c'est-à-dire
immédiatement, un peu avant que Bergson n'engage cette critique de la pseudo-idée du néant. Et cette phrase, elle laisse entendre explicitement, il me semble, un autre sens du néant. On ne pourrait pas vraiment séparer de la critique qui suit immédiatement dans le texte. Cette phrase, c'est la réalité apporte avec elle un imprévisible rien qui change tout. Je vais lire tout le passage. Donc c'est le début de la conférence. Je voudrais revenir, c'est Bergson qui parle, je voudrais revenir sur un sujet dont j'ai déjà parlé, la création continue d'imprévisibles nouveautés qui semblent se poursuivre dans l'univers. Pour ma part, je crois l'expérimenter à chaque instant. À chaque instant, il y a quelque chose de nouveau. J'ai beau me représenter le détail de ce qui va m'arriver, combien ma représentation est pauvre, abstraite, schématique, en comparaison de l'événement qui se produit. La réalisation apporte avec elle un imprévisible rien qui change tout. Il me semble qu'ici, Bergson nous donne une perspective pour distinguer entre un néant qui serait vu, donc le faux néant, comme une possibilité de l'être dans l'optique de la logique, de la conversation, de la fabrication, de l'intelligence, d'un côté, et un néant, au contraire, vu comme futurition de l'être, excusez-moi pour l'expression, dans la perspective de la création et de l'intuition. Donc la critique du néant, en réalité, elle vise l'idée d'une négativité intellectuelle, toute relative aux nécessités de l'intelligence, de la logique, mais elle ne préjuge pas de la question du rien, impliquée par la création et par l'advenu de ce qui est absolument nouveau. Je vais vous lire un autre passage très joli. Donc, le peintre est devant sa toile. Les couleurs sont sur la palette, le modèle pose. Nous connaissons tout cela. Et nous connaissons aussi la manière du peintre. Prévoyons-nous ce qui apparaîtra sur la toile ? Nous possédons les éléments du problème. Nous savons d'une connaissance abstraite comment il sera résolu, car le portrait ressemblera sûrement au modèle, et sûrement aussi à l'artiste. Mais la solution concrète apporte avec elle cet imprévisible rien qui est le tout de l'œuvre d'art. Et c'est ce rien qui prend du temps. Néant de matière, il se crée lui-même comme forme. Donc, cette expression, donc, cet imprévisible rien qui prend du temps, c'est la même qu'on venait de lire. Donc ce rien qui change tout, qui prend du temps, qui est celui de l'action créatrice, n'est pas le même que ce rien qu'on a obtenu par l'opération d'abolition de tout par la pensée qui cherche le vide absolu. Donc il y aurait deux points de vue sur le néant. Celui déprimé, je vais expliquer pourquoi, et faux de l'intelligence, et celui stimulant et valable de l'élan de volonté. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Bergson s'attaque à ce genre de pseudo-problème, c'est pas simplement par goût spéculatif de traiter d'idées abstraites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lui, ces idées négatives, il faut comprendre à quel point elles peuvent être déprimantes pour l'action, déprimantes pour l'agir, déprimantes pour la volonté. Parce qu'au fond, elles témoignent d'une inaptitude à recueillir en nous-mêmes l'élan créateur. Et dans les deux sources, par exemple, Bergson décrit un peu la rançon de l'intelligence. L'homme, bon, c'est l'être intelligent dans la nature, mais cette intelligence, elle va de pair avec la conscience de la mort, avec le calcul des risques. C'est-à-dire, si je dois vraiment appliquer mon intelligence, je n'agirai plus, puisque il y aura toujours un risque qui viendrait, où j'agirai le moins possible. L'intelligence, ce n'est pas ce qui nous dit d'agir. Pour agir, pour entrer dans l'action, il faut le déclic du vouloir. Et donc l'exercice de la volonté suppose de se débarrasser de ces idées qu'on a transposées de la pratique quotidienne dans la spéculation théorique et qui finit en retour par gêner nos actions. Et donc cette angoisse devant l'univers, pourquoi le monde existe et non pas rien, qui est à l'origine donc de l'idée intellectuelle du néant, elle s'accompagne vraiment d'une insatisfaction par rapport au réel imprévisible. Et du coup, c'est là que aussi les autres idées, les pseudo-idées que Bergson critique en même temps que celle du néant, c'est celle du possible et du désordre. Et l'idée du possible, c'est
une façon précisément de ne pas voir ce qui est imprévisible dans ce qui arrive. Et donc, une fois que quelque chose est arrivé, on va toujours, de façon rétrospective, dire « c'était possible ». Mais cette possibilité n'a en rien prédéterminé le surgissement d'un événement. C'est toujours de façon rétrospective. Et l'idée du désordre, c'est ce que Bergson met en cause dans l'idée du désordre, c'est le fait qu'on voit du désordre là où on est en face d'un ordre qu'on ne comprend pas. En l'occurrence, c'est l'ordre vital. L'ordre vital, l'ordre de la vie, de l'évolution, n'est pas compréhensible dans les mêmes termes que l'ordre physique des corps, des mouvements, des corps dans l'espace. Et donc, voilà, je ne suis pas loin de conclure. Ce que Bergson met en cause dans la tradition philosophique, c'est précisément cette idée que le fait que la pseudo-idée du néant, elle est tout entière au service d'une conception d'un être intemporel, immobile, éternel. Et donc, c'est ce qui empêche toute la tradition à accéder à l'intuition de la durée, que l'intuition de la durée qu'il est le premier à avoir thématisé. Il écrit par exemple dans l'évolution créatrice, « Les philosophes ne se sont guère occupés de l'idée de néant, et pourtant elle est souvent le ressort caché, l'invisible moteur de la pensée philosophique. » Et ce à quoi Jean Beaufret, qui était le disciple de Heidegger, répond de façon un peu méchante, arrogante, peut-être est-ce bien plutôt la philosophie de Bergson qui ne s'est jamais beaucoup occupée de la pensée des philosophes. Et justement, dans un texte d'hommage qui s'intitule « Avec l'âme tout entière », Vladimir Yankelevitch, qui a aussi beaucoup réfléchi sur Bergson, louait dans la pensée de Bergson l'attitude de celui qui commence à philosopher comme s'il n'y avait pas de philosophe avant lui. Et en cela, Bergson est comparable à Descartes. Descartes, qui est un autre penseur du commencement radical, qui a aussi pensé la création de manière radicale, puisque pour Descartes, Dieu crée le monde à chaque instant. C'est ce que Descartes appelle la création continuée. Mais en réalité, il me semble que c'est en Socrate que Bergson trouve un prédécesseur. Socrate, qui n'était pas un historien de la philosophie, n'est-ce pas ? Et c'est-à-dire que si on considère avec Socrate que le rôle de la philosophie, c'est un rôle maïeutique, c'est le penseur, c'est comme une sage-femme qui assiste à l'accouchement. Bon, chez Socrate, c'est l'accouchement des âmes. Chez Bergson, cette maïeutique, eh bien, elle accompagne à sa manière la naissance et les jaillissements d'une origine au foyer multiple. C'est pas que les âmes qui accouchent, c'est la réalité sans cesse ne cesse d'accoucher. Et pour ce penseur du mouvant, de la création, il faut penser ce processus de surgissement ininterrompu et de croissance continue. Celui-là même, il me semble, que Héraclite, à l'aube de la philosophie, nous apprenait qu'il aimait à se cacher. C'est ce fragment d'Héraclite, DK 123, Physis cryptestai philin, la nature aime à se cacher. Et donc, seule une connaissance, et là le terme en français tombe très bien, c'est-à-dire naître avec connaissance, nous permet d'accéder à cette éclosion secrète du devenir pour intégrer la réalité et nous accroître en même temps qu'elle, parce que le but de la philosophie pour Bergson, ce n'est pas de fonder, comme le faisait remarquer un commentateur de Bergson, Camille Riquet, mais de se fondre dans le tout. Il ne s'agit pas de fonder la totalité, mais de se fondre dans la totalité. Et donc nous pourrions nous fondre dans la totalité, ce qui est aussi un but pour les bouddhistes, si nous nous abstenons de prendre sur elle des vues extérieures en cherchant à l'arrêter ou alors en imaginant qu'elle sort du néant ou même qu'elle se rapporterait à un modèle préexistant.
Parce qu'il y a, dans les deux modèles de la création, c'est la création ex nihilo, comme pour la Bible, ou la création démiurgique. Le démiurge, c'est Platon, dans le Timée, qui crée le monde, et en fait, il ne crée pas le monde, il construit le monde avec une matière préexistante. Le travail philosophique, bon, je dis sage-femme, on va multiplier les métaphores, c'est toujours... c'est un peu ce que fait toujours Bergson, c'est aucune image ne convient pour dire les choses. Il faut toujours multiplier les images pour arriver à penser les choses. À part l'image de la sage-femme, il y a l'image du tailleur. Le philosophe est un tailleur. Il doit coudre un vêtement à la mesure du réel. Et pour ce faire, il doit commencer par faire l'expérience de ce jaillissement continu d'événements sans cesse nouveaux et singuliers. Donc il y a l'idée ici qu'il faut renoncer à un système philosophique achevé, avec un principe général qui serait la clé pour résoudre tous les problèmes. Donc plutôt que de poser des principes généraux dans lesquels tout le réel serait compris, le néant, le possible, nous devons apprendre au contraire à sympathiser avec le surgissement des choses. Et philosopher, c'est étudier le surgissement continu d'imprévisibles nouveautés. C'est ce que je disais dans la présentation. C'est se soucier de la naissance. C'est se soucier de la naissance. Et c'est-à-dire ce que l'intuition nous apprend, c'est de voir à combien chaque instant du temps est complètement, absolument nouveau, dans la mesure où il ne préexistait pas à lui-même sous forme de possible. Et donc, si on n'admet pas cela, c'est-à-dire si on n'admet pas que le possible, c'est quelque chose qui se crée après le réel, en même temps que le réel, mais jamais avant lui, eh bien, on ne pourra jamais comprendre vraiment l'idée de création. Ou alors, on a une fausse idée de la création, comme celle qui est proposée par la religion, par exemple, qui serait... Bergson était mis à l'index après son ouvrage sur l'évolution créatrice par le Vatican. Donc, on a une fausse idée de la création qui serait fondée sur la distinction entre choses qui créent et choses créées. Donc, je vais finir, ne vous inquiétez pas. Tout est obscur, tout est obscur dans l'idée de création si l'on pense à des choses qui seraient créées et à une chose qui crée, comme on le fait d'habitude, comme l'entendement ne peut s'empêcher de le faire, l'entendement, l'intelligence. Il n'y a pas de choses, il n'y a que des actions. J'exprime simplement cette similitude probable quand je parle d'un centre d'où les mondes jailliraient comme des fusées d'un immense bouquet. Pour vous toutefois que je ne donne pas ce centre pour une chose, mais pour une continuité de jaillissement. C'est juste, les phrases sont si jolies qu'on peut s'empêcher de les citer. C'est vraiment cette image du jaillissement, il faut la prendre au sérieux. C'est que le monde, la totalité de ce qui existe, ce n'est pas justement une somme de choses. Le monde, c'est le foyer actif des naissances. C'est la vie, c'est l'élan vital, c'est une multiplicité d'actions, de jaillissements, de surgissements. Une vie incessante. Et juste cette expression continuité de jaillissement que Bergson utilise souvent. Quand on parle de continuité, on comprend très bien que c'est une continuité qui va du passé au présent. Mais précisément, dès qu'il y a jaillissement, il y a une discontinuité qui s'introduit par rapport à l'avenir. C'est-à-dire, ce qui est continu, c'est la discontinuité. C'est ça, c'est la thèse que j'aimerais défendre. Et donc, pour conclure, ce que j'essaye de comprendre, c'est que le néant, c'est précisément, il est dans ces ruptures continues qui font qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, qu'à chaque instant, quelque chose surgit, les événements, donc pas des choses, plutôt des actions. Et souvent, vous me direz, mais avant de naître, tu n'existais pas. Après, tu es né, tu es venu. Et donc, ton néant te précédait. D'accord, mais de ce qu'une chose n'était pas avant d'être, il ne s'ensuit pas que l'être surgit du néant. C'est-à-dire, il faut renverser la proposition de l'entendement
c'est le néant qui surgit de l'être. C'est le rien qui survient à l'être. Et à tout instant, dans chaque événement, que ce soit même un événement le plus insignifiant, comme celui très fameux que Bergson analyse, celui du morceau de sucre qui fond dans le verre. Quand un morceau de sucre fond dans le verre, ce que Bergson fait remarquer, c'est que dans cet événement, c'est l'univers entier qui change. L'univers entier, il est dans une refonte constante dans chaque micro-événement, le plus insignifiant, le plus petit. Et donc, le monde, c'est une totalité ouverte, et non pas une totalité close, qui renaît dans chaque événement qui s'y rencontre. Et l'expérience de cette continuité de création, de cette continuité de l'imprévisibilité du rien à venir, dans tous les domaines de la vie, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser de glace. Elle doit transfigurer l'existence. Et au final, la philosophie, pour Bergson, n'a pas d'autre but que celui de réchauffer la vie, c'est-à-dire d'en intensifier l'élan. Il y a une expression chez Heidegger pour parler pour traduire l'élan bergsonien. C'est être en avant de soi. L'élan, c'est ce qui me met en avant de moi-même. Mais sauf que pour Heidegger, au bout de cet être en avant de soi, c'est l'horizon de la mort. Mais du point de vue de Bergson, qui n'a pas ignoré la finitude de l'élan, parce qu'un élan, tôt ou tard, va s'épuiser, il va rencontrer des obstacles qui vont l'arrêter, il va être vaincu par des obstacles matériels. Mais donc, du point de vue de Bergson, ma naissance n'est au fond pas moins à venir que ma mort. C'est-à-dire que tant que je suis vivant, cet événement virtuel qui est ma naissance peut se réactualiser. C'est-à-dire, c'est la promesse que fait Bergson, c'est qu'il est possible de se créer soi-même, il est possible d'élargir sa personnalité par l'intuition, d'approfondir sa personnalité par la mémoire, d'intensifier sa personnalité par l'élan. Et c'est ainsi donc que la création cesse d'être un mystère pour devenir réellement une expérience. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne peux que me joindre